Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va parler d'informations et de comment elles circulent. Mais d'abord, on est bien embêté parce qu'une information, c'est pas très précis. On va dire que c'est ce qui nous permet de comprendre ce qui se passe autour de nous. Ça se partage à travers les écrans, mais aussi en discutant, et ça sert à comprendre le monde. L'information, même si on ne la voit pas, elle est partout dans notre vie. On aime bien faire un tri entre rumeurs, informations, opinions, anecdotes, pub ou loisirs. Un dessin animé ou un film, par exemple, c'est du divertissement, plutôt classé dans les loisirs. Bon, après, c'est pas très grave, parce que moi je suis informaticienne, et je suis là pour vous expliquer comment on fait circuler les informations. Mais ça expliquera aussi comment circulent les rumeurs, comment circulent les contes de fées, et comment circulent les mensonges. Il y a 3 parties. On verra comment on s'échange les informations, on verra le circuit d'une question à Google, et on va créer un post en se posant toutes les questions importantes. On va commencer, vous allez voir c'est bizarre, par imaginer que l'on veut fabriquer un pull. De combien de gens on a besoin pour fabriquer un pull en laine? Quel serait leur métier? De quoi ils vont avoir besoin? Alors, déjà, qui il faut pour fabriquer un pull en laine? Il faut une couturière pour tricoter le pull, mais elle a besoin de quelque chose pour faire le pull. Il lui faut aussi de la laine. Alors, d'où elle vient cette laine? Est-ce qu'elle pousse sur les arbres? La laine vient des moutons, mais pour l'obtenir, on a besoin d'un berger qui s'occupe des moutons. Le berger les tond pour récupérer la laine, mais il les tond avec des ciseaux. Qui fabrique les ciseaux? C'est le coutelier qui fabrique les ciseaux, avec du fer par exemple. Mais qui lui apporte le fer? Comment on le trouve le fer? C'est le mineur qui creuse pour trouver le fer, qui est une sorte de roche. Mais pour creuser profondément, il faut soutenir le trou avec des planches pour pas que tout s'effondre. Et il a aussi besoin du charpentier pour lui créer des poutres. Et le charpentier, lui, il a besoin de bois. Qui fournit le bois? Il faut un bûcheron pour fournir le bois. Vous voyez donc qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui vont travailler juste pour fabriquer un pull. Sans oublier tous ceux dans l'histoire qui ont inventé et amélioré les outils et les machines à utiliser, parce que le fer, il y a des techniques très compliquées pour arriver à le faire fondre. C'est une roche qui fond à une très haute température, et les techniques pour le faire fondre, elles datent de la préhistoire. Alors la prochaine fois que vous achèterez un pull dans un magasin, vous pourrez penser à tout le monde qu'il a fallu pour que ce pull existe. Et si pour un simple pull c'est si compliqué, vous pensez bien que pour transmettre des informations, ça va être aussi compliqué. Tout ce qu'on voit sur les écrans, c'est aussi plein de métiers et de techniques qui ont chacun besoin les uns des autres. Aujourd'hui, on va essayer de démêler un peu tout ça pour comprendre comment on arrive à voir une vidéo de chat sur un portable. Nous avons la chance d'avoir beaucoup de façons de recevoir des informations. Mais cela n'a pas toujours été le cas. On va voir ensemble comment les gens s'informaient dans le passé et comment ça a évolué. D'après vous, comment faisaient les gens il y a très longtemps pour savoir ce qui se passait dans leur village ou dans le monde? Disons chez les Romains. Comment on se partageait les informations de ce qui se passait autour de nous? Au début, les gens partageaient les informations simplement en se parlant. On appelle ça le bouche à oreille. Les gens se parlaient directement. Ils se transmettaient les nouvelles d'une personne à l'autre. Et pendant très longtemps, avant que tout le monde soit obligé d'aller à l'école et d'apprendre à lire, il y avait des crieurs publics qui annonçaient les nouvelles importantes dans les villages, pour ceux qui ne savent pas lire. Les textes officiels du royaume, par exemple, pour savoir si les impôts augmentent. Ça prenait beaucoup de temps et souvent, des informations se perdaient. Pour les rois et les chefs, ils utilisaient aussi des lettres et des espions pour avoir des informations sûres et pour essayer de gagner la guerre ou des choses très importantes. Ensuite, avec le temps, on a commencé à écrire les informations. À la fin du Moyen-Âge, les gens du peuple pouvaient s'envoyer des lettres par la poste pour se partager les nouvelles. Et ensuite, on a inventé les journaux. Imaginez, c'était la première fois que tout le monde pouvait lire les nouvelles en même temps. Puis, au XXe siècle, on a inventé des outils encore plus rapides pour transmettre les informations. La radio et la télévision. Grâce à la radio, les gens pouvaient entendre les nouvelles, les émissions de musique, les discours en direct, et plus tard la télé est apparue pour apporter les images. Vous voyez, il y a de grandes différences entre le passé et aujourd'hui. Dans le passé, les informations se transmettaient lentement. Il fallait plusieurs jours, voire des semaines, pour qu'une nouvelle voyage d'un pays à l'autre. Maintenant, ça prend quelques millisecondes. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme plateforme, comme réseaux sociaux? On a par exemple YouTube, WhatsApp, TikTok, Instagram, Netflix,
C'est ça qu'on appelle des plateformes. Amazon et Doctolib sont aussi des plateformes, mais ils sont plutôt liés à la consommation et à la santé plutôt qu'à la communication. Ce sont des moyens d'information où tout le monde peut partager ce qu'il veut avec le monde entier. Mais ça a aussi ses limites. Il est aussi plus facile de répandre de fausses informations ou des rumeurs. Comme on reçoit beaucoup d'informations, il devient plus difficile de savoir ce qui est vrai ou faux. À votre avis, comment est choisi ce qui est partagé ? C'est une intelligence artificielle, qu'on appelle aussi algorithme, qui trie les informations pour nous proposer celles qui nous plairont le plus. On se souvient plus et mieux des informations négatives que des informations neutres. Alors, sur les écrans, on va plus partager les contenus négatifs qui nous mettent en colère, et de préférence des trucs qui se passent loin. Si vous devez choisir entre la vidéo « Oh là là, vous allez jamais croire ce qu'a fait la maîtresse du CM2 » ou alors si vous devez choisir « On a de nouveaux légumes à la cantine, vous voulez savoir lesquels ?» sur laquelle vous allez cliquer. Même les bonnes nouvelles, il vaut mieux les annoncer de manière négative sur les écrans. Au lieu de dire « On a trouvé des licornes », il vaut mieux mettre un titre « Il y a des Américains qui nous cachent un élevage de licornes ». Ça marchera beaucoup mieux. Ceux qui fabriquent des vidéos ou des articles ont tendance à s'indigner pour que leur contenu soit plus divertissant, donc plus vu, et ce qui encourage aussi l'intelligence artificielle, l'algorithme, à en proposer encore plus. Et il y a même des écoles sur comment utiliser cette façon de réagir, comment créer un titre, comment créer du contenu négatif. Un petit peu comme je viens de le faire. Et en plus, dans ces écoles, ils associent ça aux techniques commerciales, aux techniques de publicité, par exemple, d'inventer le scroll infini. Vous savez, c'est quand on peut continuer à descendre, et il y aura toujours des vidéos qui vont arriver. Ça crée des addictions, et ça crée aussi des vidéos qui font le buzz. Ça crée aussi des arnaques. Et maintenant, encore une question. Qui est-ce qui choisit ce qui est le plus partagé ? Les propriétaires de l'intelligence artificielle, l'algorithme, peuvent encourager aussi à choisir des messages négatifs, pleins de colère, pour créer des conflits sur des trucs pas si importants. Et ces informations peuvent venir de plateformes, de médias, qui appartiennent à des entreprises ou à des pays qui peuvent influencer ce que nous voyons. Essayons de deviner qui possède les chaînes de télévision. D'après vous, à qui appartient, par exemple, M6 ou France 2 ? Certains médias, comme les chaînes de télévision publiques, comme France 2, appartiennent à l'État, ce qui signifie qu'ils sont financés par l'argent public, ça veut dire les impôts. D'autres chaînes sont privées et financées par des entreprises. C'est un peu aussi la même chose pour les journaux. Certains sont financés par des abonnements, d'autres des publicités, et ils peuvent être influencés par leurs propriétaires. Par exemple, les chaînes qui appartiennent à l'État français font parfois des publicités pour la santé, par exemple manger, bouger, ou des pubs anti-tabac comme fumer tue, ou alors des pubs sur l'écologie comme faire du tri, ou pour les anciens qui se rappellent des pubs sur les produits laitiers. Et d'après vous, qui contrôle, qui possède les plateformes comme YouTube, WhatsApp, TikTok ou Netflix ? En fait, la plupart des médias, des plateformes appartiennent à de grandes entreprises. Par exemple, YouTube appartient à Google, qui est une entreprise américaine. Instagram et WhatsApp appartiennent à Facebook, qui est aussi une entreprise américaine. Et TikTok, elle, par contre, elle appartient à une entreprise de Chine, qui s'appelle ByteDance. Vous voyez, derrière chaque plateforme, il y a une entreprise qui décide des règles et qui contrôle la façon dont l'information circule et ce qu'on peut voir ou pas. Pourquoi pensez-vous que c'est important de savoir qui possède ces plateformes ? Eh bien, les entreprises qui possèdent ces plateformes peuvent décider de ce qui est permis ou non. Par exemple, certaines lois sont différentes aux États-Unis et en France. Il est interdit de montrer des femmes torse nu aux États-Unis, alors qu'en France, ce n'est pas interdit. Donc YouTube et Instagram interdisent ces images. Et pour plaire aux Américains, alors attention, c'est surtout pour que ce ne soit pas censuré aux États-Unis et qu'on puisse quand même les transmettre là-bas. Donc pour plaire aux Américains, les contenus français, même les plateformes françaises, s'interdisent de mettre des torse nus. Comment les plateformes peuvent contrôler ce que l'on voit ? Imaginez que vous regardez souvent des vidéos de, par exemple, du sport. Si une entreprise sait que vous aimez le sport, alors elle pourra vous montrer encore plus de vidéos de sport et peut-être même vous montrer des publicités de marques de sport. En fonction de ce que les entreprises savent sur vous, elles vont vous influencer. Elles vont même vous proposer des produits que vous pouvez acheter. La télé, Facebook et WhatsApp ont beaucoup de contenus plutôt orientés pour les personnes plus âgées, alors que TikTok et Instagram viseront plutôt les plus jeunes. Et on sait aussi que les jeunes ont plus tendance à utiliser un téléphone qu'un ordinateur ou que la télé.
On peut aussi modifier les longueurs des vidéos ou des articles. Les contenus qui sont plus longs sont plus adaptés pour les personnes plus âgées et les contenus plus courts pour les personnes plus jeunes. Et ça va être même l'algorithme qui va choisir entre, par exemple, faire rester sur la plateforme, donc créer des vidéos plutôt longues, ou faire cliquer sur la plateforme qui orientera plutôt vers des vidéos courtes. Mais en plus des entreprises, comme on a dit, il y a les pays qui ont une influence sur la plateforme. Par exemple, le gouvernement de Chine peut décider de ce qui est autorisé sur TikTok. Et en Chine, il est interdit de se moquer du président chinois sur les plateformes appartenant à la Chine. Et comme pour tout à l'heure, pour faire plaisir à la Chine, aussi pour que ce ne soit pas censuré en Chine, certaines plateformes américaines interdisent aussi les contenus qui se moquent du président chinois. Alors de temps en temps, quand vous regarderez une vidéo, pensez aussi que chaque plateforme a ses règles et que ces règles dépendent souvent des entreprises qui les possèdent et parfois même du pays où elles se trouvent. Voilà pourquoi c'est important de savoir qui possède les médias et les plateformes. Ce sont souvent les grandes entreprises ou des pays qui décident des règles et ça peut influencer ce qu'on voit et comment on le voit. Et maintenant, on peut se demander sur quel support, sur quels objets on va regarder ces informations. On en a un peu déjà parlé, ça peut être du papier, comme du journal, ça peut être des radios, ça peut être des écrans, la télé, les tablettes, le téléphone, les montres, mais ça peut être aussi les murs, avec des affiches collées sur les murs, ça peut être des grands panneaux publicitaires, ça peut être aussi des publicités qui sont sur votre t-shirt, ou ça peut même être, comme on a dit, beaucoup de bouche à oreille, des discussions. Pour les écrans, on peut se demander comment ils sont fabriqués. Chaque pays a des spécialités et fabrique certaines parties de ses appareils. Taïwan, par exemple, est un pays connu pour produire des puces électroniques. C'est un peu comme des organes qui font fonctionner nos ordinateurs et nos téléphones. Pour la conception, ça veut dire comment est-ce qu'on va le fabriquer, les nouveaux téléphones, les nouveaux ordinateurs. C'est plus souvent fait aux États-Unis. Pour les matériaux, on a beaucoup de matériaux qui viennent de Chine, comme les terres rares, le magnésium, le bismuth. On a aussi beaucoup de matériaux qui viennent d'Afrique du Sud, le rhodium, le platine, et beaucoup de matériaux qui viennent du Congo, comme le tantal, le cobalt. Les États-Unis font aussi des matériaux comme le beryllium. Le Brésil, il fait aussi du niobium. Le Chili, lui, il fait des extractions de lithium. Et nous, en France, on a le hafnium. Pour la fabrication des composants, ça sera en Asie, aux États-Unis et en Europe. Là, c'est le monde entier qui s'y met. L'assemblage, c'est-à-dire pour faire la construction de nos ordinateurs et tablettes, ça se fait en Asie. Et la distribution, c'est-à-dire la vente, c'est dans le monde entier. Mais rappelez-vous de l'histoire du pull en laine. Un simple téléphone portable contient en fait des composants qui ont chacun des histoires folles qui nous viennent de pays du monde entier. Si on veut résumer, la fabrication des appareils numériques est un travail d'équipe entre plusieurs pays. Ça rend le monde connecté car chaque pays a un rôle à jouer. Maintenant comment on a vu à qui appartiennent les plateformes, les médias, parlons aussi d'un sujet qui est le financement, les sous-sous. Parce que pour fonctionner, les médias et les plateformes ont besoin d'argent. Mais d'après vous, d'où vient cet argent ? Qui paye pour que vous puissiez voir des vidéos sur YouTube, lire des articles ou regarder la télé? Il y a plusieurs façons pour les médias et les plateformes de gagner de l'argent. Par exemple, quand vous regardez des vidéos sur YouTube et qu'il y a une pub pour un parfum au milieu, ou que vous lisez un article avec des pubs sur le côté, les entreprises en fait de parfums ou les autres payent YouTube pour vous montrer leur publicité. Donc les publicités sont un gros moyen de gagner de l'argent pour les plateformes. C'est ces pubs qui payent pour que vous alliez regarder gratuitement votre vidéo. Certains médias, comme les journaux, demandent aux gens de payer un abonnement. En échange, ils peuvent lire les articles sans publicité ou bien recevoir le journal dans la boîte aux lettres. Il y a des chaînes de télévision et certains journaux qui sont financés par l'État, par les impôts. On appelle cela des chaînes publiques. C'est la France qui paye. D'autres médias reçoivent de l'argent par des dons. Par exemple, Wikipédia fonctionne uniquement grâce aux dons de ceux qui utilisent les sites. Il faut penser aussi aux câbles qui relient toutes les box entre elles. Les cartes SIM, il faut des pylônes. Et ça va se jouer entre l'État et les entreprises de box ou de cartes SIM. En résumé, il existe plusieurs moyens de financer les médias. La publicité, les abonnements, l'État ou les dons. Chaque type de financement a ses avantages et ses inconvénients. Vous avez compris, il s'en cache des choses derrière un petit écran. Maintenant, on va voir ce qui se passe quand vous cherchez quelque chose sur Internet, par exemple en utilisant Google. Imaginons que vous tapez dans la barre de recherche « Quelle est la plus grosse planète du système solaire ?» Comment est-ce que cette question arrive sur Google? Et comment la réponse arrive jusqu'à vous? Alors, quand vous tapez cette question sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, la question est transformée en code et envoyée sous forme de lumière, aussi appelée onde électromagnétique.
La question doit passer par la box pour vérifier votre adresse avant d'avoir le droit de partir sur Internet. Si vous passez par un téléphone, la question doit d'abord passer par la carte SIM pour vérifier votre adresse avant d'avoir le droit d'aller vers Internet. Ensuite, la lumière va être envoyée vers le pylône le plus proche et enfin, elle va partir sur Internet par les câbles. La box et le pylône transforment la lumière en courant électrique qui part dans les fils téléphoniques. Et là, notre question avec les fils téléphoniques peut enfin arriver chez Google. Mais c'est pas fini! Il faut que Google nous renvoie la réponse. Chez Google, notre question arrive sur des ordinateurs spécialisés en réponse que l'on appelle des serveurs. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour trouver les sites où nous aurons notre réponse. Mais non, c'est toujours pas ça une intelligence artificielle. Voilà. Ensuite, Google nous renvoie la réponse, qui suit le trajet inverse. La réponse est codée et envoyée par courant électrique jusqu'à notre box, qui nous envoie le résultat sur nos téléphones et nos tablettes à travers la lumière. Maintenant que je sais que c'est Jupiter, si je veux encore plus d'informations, je vérifie les résultats de l'intelligence artificielle que Google nous a choisi, et quand je vais trouver Wikipédia et que je clique dessus, on recommence le trajet. La demande est codée, envoyée par courant électrique jusqu'au serveur de Wikipédia qui nous envoie le résultat par les fils électriques. Maintenant, on va voir comment on va faire pour poster quelque chose sur les réseaux sociaux. Alors ça peut être une vidéo, ça peut être juste un texte, ça peut être un audio et ça peut être aussi une photo. Donc l'idée, ça va être de choisir un sujet pour le post. Nous, on va juste prendre une photo et à chaque fois, il faut écrire un titre et un petit texte. On peut choisir ma présentation sur l'éducation aux médias. Donc par exemple, on mettrait un texte « L'éducation aux médias dans votre école ». On a invité une informaticienne dans l'école pour parler des médias. Si je mets cette photo, qu'est-ce qui pourrait arriver? Les gens ne seraient pas contents. Ils risquent de venir m'insulter. Ils risquent de dire que l'éducation aux médias, ce n'est pas bien. Ce n'est pas une bonne photo qui illustre l'éducation aux médias. Si on doit couper une photo, il faut faire très attention aussi. Parce que, par exemple, si je veux parler de la guerre en Irak, que j'ai cette photo et que je suis obligé de la couper parce que j'ai besoin d'une photo plus petite. Si je la coupe de cette façon, la photo ne voudra pas dire la même chose que si je la coupe de l'autre façon. Vous pouvez imaginer des textes très différents pour chacun de ces deux journaux. Il faut faire très attention à ce que l'on publie. Il faut vérifier à qui appartient ce que l'on poste sur les réseaux sociaux. Il faut aussi voir qui a le droit de faire supprimer ce que j'ai publié, pour savoir à qui je dois demander. Les personnes sur la photo, bien sûr, peuvent demander à ne pas être publiées. Pour ça, on peut cacher ou flouter les visages. L'important, c'est que la personne ne puisse pas être reconnue. Celui qui a pris la photo aussi a le droit de faire supprimer mon message. Même s'il a donné son accord, il peut décider à tout moment de la faire retirer selon le droit français. Moi aussi qui ai posté la photo, si je pense que cette photo n'est pas bien, j'ai le droit de la retirer. Il y a l'État aussi qui a le droit de la retirer, si c'est interdit. Par exemple, si j'insulte quelqu'un, selon le droit français, ma vidéo peut être retirée. Et bien entendu, la plateforme, YouTube par exemple, on dit que la plateforme héberge le post. Toujours pareil, sur mon exemple, si une femme est torse nu, la loi aux USA interdit la publication de cette photo et YouTube va supprimer la vidéo, le post, la photo ou quoi que ce soit qui montre une image interdite. Il y a aussi quelques règles à respecter quand on publie. Il faut éviter de montrer où on habite, c'est très important. Le mieux c'est d'éviter de se montrer même, si possible. Il faut toujours s'habiller, jamais être torse nu ou en short court avant 18 ans. Même pour les hommes, même quand il fait très chaud, toujours quelque chose sur soi, c'est important. Les posts appartiennent à la plateforme, par exemple à YouTube ou à TikTok. Leur intelligence artificielle s'en sert pour créer des images, pour apprendre le monde, pour te connaître et te reconnaître personnellement, et plein d'autres choses qu'on ignore. Considérez qu'une fois sur Internet, ça reste sur Internet. Et voilà, j'aimerais vous présenter un petit peu tous les métiers qui ont participé à cette vidéo. Nous avons les métiers de l'audiovisuel, où on a les designers et les monteurs vidéo pour créer les vidéos, pour créer les pubs, les photos, et on a aussi les journalistes pour écrire les articles ou les scripts. Dans les finances et l'économie, on a les comptables et les publicitaires pour gérer l'argent dont on a parlé. Dans les métiers de l'industriel, on a les entrepreneurs qui ont le contrôle de certains médias. On a vu aussi des métiers de la politique, l'État et la fonction publique, ce sont ceux qui contrôlent les chaînes publiques. On a vu de la géopolitique, pour ceux qui construisent des objets ailleurs, pour les propriétaires des réseaux sociaux avec leurs lois étrangères. On a vu des sciences et des technologies avec des mathématiciens, des informaticiens pour créer les ordinateurs, les télés, les téléphones, et aussi pour créer les intelligences artificielles qui recommandent ce qu'on a le droit de voir ou pas.
On a vu aussi les psychologues et les sociologues qui étudient notre comportement, par exemple nos comportements addictifs. Dans les métiers du bâtiment, on a vu les électriciens, les ouvriers, les techniciens qui s'occupent de maintenir et augmenter le réseau de tous les câbles téléphoniques dans le monde entier. Dans le droit, on a les avocats et les juges qui veillent à la protection de nos droits, en décidant par exemple si une photo peut être retirée pour préserver la vie privée ou l'image des personnes concernées. Et dans le bénévolat, on a vu vous ou moi qui peuvent s'occuper de créer et de maintenir les pages Wikipédia ou d'autres sites à but non lucratif. Merci de m'avoir écouté et faites attention à ce que vous allez faire sur Internet, mais aussi aidez vos parents et vos amis pour leur éviter de faire quelque chose de mal ou de se faire piéger par une arnaque. Bonne journée!